Il y a près d'un an, le 17 mars 2020, la France entrait en confinement, sidération, inquiétude, ville désertée. Montmartre, au temps d'un virus, a saisi ce moment hystérique. Un documentaire de notre collection. Reportage signé Françoise Joly, Pascal Bourgault, Dominique Lecomte et Clément Aline. 90 minutes diffusées à partir de mercredi, après-demain 3 mars. Présentation dès maintenant en avant-première avec Françoise Joly. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Vous êtes la directrice de l'information de TV5 Monde, une des autrices donc de ce documentaire. Avec nous également l'un des personnages du documentaire, Cherif Boumala. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes membre du restaurant associatif La Table Ouverte. Françoise Joly, on commence avec vous. Pourquoi un documentaire, à l'époque, ça s'imposait? C'était une évidence pour TV5 Monde? Oui, c'était une évidence avec Pascal Bourgault, Dominique Lecomte, Clément Aline et Antoine Imbert qui va monter ce document. Il était impossible de ne pas documenter ce qui était en train de se passer en bas de chez nous. Rappelez-vous, à l'époque, nous sommes le 17 mars, la France va se confiner 55 jours entre le 17 mars et le 11 mai. La France, comme bien d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Et pour nous, ça se passait en bas de chez nous. Et il fallait le raconter. C'était historique, cette période. Il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse. Rappelez-vous, on n'avait pas de masque, on n'avait pas bien de tests pour le grand public, on n'avait pas de gel hydroalcoolique. Évidemment, il n'y avait pas de vaccin. Alors, on a voulu tout simplement raconter ce qui se passait chez nous, à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, et notamment avec des gens qui, eux, étaient au front et nous permettaient de vivre au quotidien. Et justement, Françoise, avant de vous demander pourquoi Montmartre, pourquoi ce quartier emblématique de Paris, vous l'avez dit, plusieurs personnages, Marie-Rose, la libraire, Nourdine Leboueur, Rachid de l'association La Table Ouverte, tout comme vous, Cherif, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi Emmanuel, commissaire divisionnaire, Petit Loup, le pharmacien également, qui est empêtré dans cet imbroglio des masques. Les voix que vous allez entendre, elles vont nous accompagner tout au long de ce documentaire. On regarde un premier extrait. La vie, elle est belle à Montmartre. Les gens ici, ils ont une certaine envie de vivre, envie de continuer, de se relever, de se battre et d'affronter cette épidémie. Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un cauchemar? Ça m'angoisse, je suis un peu oppressé. Je travaillais, ça s'est arrêté d'un coup et puis bon. La faim, elle a sorti tout le monde dehors. Il y a des enfants, il y a des centaines de familles. Vous croyez qu'on va me mettre en réanimation à mon âge? J'ai quand même pas envie de mourir de cette maladie-là quand on voit tout ce qu'on voit. Depuis le confinement, ça a commencé à s'empirer. Dès un petit truc, il lève la main sur moi. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas baisser les bras. Toute la France doit être debout. Voilà, il faut que la France reste debout. C'est Sylvie, la boulangère des coquelicots, qui dit ça, François. C'est bien ça, coquelicots. Alors pourquoi Montmartre? Alors, parce que nous sommes TV5 Monde et que TV5 Monde, c'est une chaîne multilatérale francophone qui parle au monde. Et Montmartre et le 18e arrondissement, c'est le monde et il parle au monde. Vous savez, Montmartre, avec sa basilique, le Sacré-Cœur, c'est 10 millions de touristes chaque année. Mais c'est aussi le 18e arrondissement avec Barbès, avec la Goutte d'Or. Et c'est donc un quartier multiculturel. Et c'est pour ça que, vous savez, les avions à l'époque, ils étaient cloués au sol, on ne pouvait pas voyager. Alors on a décidé de voyager chez nous, en France, à Montmartre, dans le 18e arrondissement. Et c'était un moment absolument incroyable parce que, juste un exemple, la mairie du 18e arrondissement, elle a fait un message pour faire respecter les gestes barrières qu'elle a enregistré en une vingtaine de langues. Une vingtaine de langues pour que toutes les personnes qui habitent et vivent dans ce 18e arrondissement puissent comprendre. Et se protéger. Et se protéger. La table ouverte, Ouais, c'est ça, votre restaurant associatif. Ouais. Pour qu'on comprenne bien, vous étiez déjà ouvert avant le confinement. Avant. Est-ce que très vite, vous avez vu que vous alliez jouer un rôle décisif dans ce quartier de Montmartre?
Dans ce quartier-là, le 18e, c'est vrai que c'est un quartier populaire. On trouve de tous les côtés les pauvres, les riches et tout ça. Mais nous, notre association, elle a commencé à servir déjà avant le confinement. Ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à ça, au confinement. Surtout le premier confinement, c'était vraiment une terrible information sur nous. Nous, on distribuait des nourritures avant, mais des petites quantités, 60, pour aider les gens. 60 de repas par jour. Voilà, mais dès qu'on a eu le confinement, on a vu le nombre qui a augmenté. D'un seul coup, on est arrivé à 800. Repas par jour. Hein. Oui, on ne savait pas comment faire. C'est la première fois qu'on tombe dans un accident comme ça, dans un problème pareil. On a fait de tous les moyens pour servir les gens. On a tout calculé pour faire aider les gens. Mais le nombre augmente de jour en jour. Ouais. Il y a celles et ceux qui assumaient, pardon Françoise, mais d'autres, il y avait ce sentiment de honte. Et d'ailleurs, Rachid, à un moment donné, dit il n'est pas question de honte, c'est la solidarité. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas vraiment se montrer, venir. Et c'est la dignité, on la comprend. Hein. On essaye, nous, de faire le minimum de gestes pour leur montrer qu'on est en train de donner. Et l'astuce, c'était d'accrocher le sac et puis la personne allait se promener, elle revenait chercher. Voilà. Ils veulent pas rester devant la barrière à attendre. Mais ce qui est frappant aussi, et vous allez confirmer, Chérif, c'est que la population qui est venue chercher à manger, parce que les gens avaient faim, c'est ça la question. Ouais, les gens avaient faim, et s'ils venaient chercher à manger, c'était pas des gens qui avaient l'habitude des distributions alimentaires. Des banques alimentaires. Voilà. Ou autres. C'est des gens qui se sont retrouvés en insécurité alimentaire, parce que, par exemple, vous aviez des mères de famille, voilà, elles nous disaient, vous savez, moi, le kilo de farine, c'est 80 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est 1,09 €. C'est 30 centimes, ça fait la différence. D'un seul coup, elles ne pouvaient plus acheter. C'était ces retraités qui avaient l'habitude d'aller acheter à manger des légumes pour faire leur soupe, etc., au marché. Les marchés étaient fermés. Ils ne pouvaient plus aller acheter à manger. C'était aussi les gens qui vivaient dans la rue. Ces gens qui mendiaient 1 heure, 2 heures pour avoir de quoi se payer un repas, parce qu'on mange qu'une seule fois dans la rue, par jour, hein, quand on est SDF. Personne, en fait, eh bien, voilà, ils devaient rester 5-6 heures à mendier pour essayer de récupérer un tout petit peu de subsistance. Et c'est ce qu'a fait la table ouverte, hein, c'est qu'elle a pris le relais et qu'elle a essayé de donner à manger à tous ces gens qui avaient faim, tous ces gens qui parfois, on l'a vu plus tard, vont être des jeunes étudiants. C'est ça. Des migrants, des jeunes étudiants. Justement, avant de voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on va peut-être vous voir en action, justement. C'était pendant ce confinement, il y a tout juste un an. Regardez un deuxième extrait. C'est le Zorro de la misère. C'est grâce à lui qu'il y a moins de misère là, dans le 18e, que les gens puissent manger convenablement. Ici, chaque jour, se préparent des centaines de litres de soupe. Voilà. On a mis le 1, 2, 3, 4 marmettes, des grandes marmettes. Et tout part. Et tout part, oui, tous les jours. Hein. Et puis même ça, c'est pas assez. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Après, on arrête à un moment donné parce que la demande, elle est trop importante. La demande, vous n'arrivez pas à servir tous les gens qui Non, personne ne peut arriver à servir tous les gens. Non, on ne peut pas. Il y a trop de demandes. Les premiers jours de confinement, la distribution avait lieu ici, mais il a fallu s'adapter. Mais il y avait tellement de monde, j'ai eu peur que les voisins ils portent plainte contre nous parce que regardez les films. Ça tournait jusqu'à 100 mètres derrière. Alors on a mis sur la fiche pour être plus tranquille. Et avant on donnait tout ici. C'était plus simple pour nous. Mais imaginez 500 personnes qui font la queue là. Vous n'arriverez pas à faire respecter ça. Voilà, il fallait tout prendre en compte, Chérif Boumala. Là, vous vous êtes déplacé parce qu'il ne fallait pas gêner les riverains, en fait. Oui, exactement. Nous, parce qu'on ne peut pas servir là où on préparait. C'est petit, c'est en plein rue. Ouais. Mais comme la mairie, c'est pour ça qu'on tient... À chaque fois qu'on tient à remercier la mairie de 18e et la mairie de Paris qui nous ont laissé ce petit coin-là, cette friche, on peut servir tranquillement, voilà, à la rue des Poissonnières. On peut servir tranquillement sans gêner les gens. Mais on a mis un système de sécurité, des gens qui viennent travailler, des bénévoles, qui viennent nous aider à essayer de faire respecter les gestes barrières, les espacements entre les gens, respecter qu'on ne gêne pas vraiment le chemin des autres qui ne veulent pas prendre. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes toujours à 700-800 repas par jour ou vous êtes revenu à 60 ou une centaine de repas? Pour le deuxième confinement, on a redémarré. On s'est dit que les gens, maintenant, ils ont repris un peu de boulot. On s'est redémarré à 80 personnes. Ouais. Mais là, ces derniers temps, ça a augmenté. On est à 180. Aujourd'hui, on a servi, et en plus, on sert 2 fois par jour, midi et soir. Des étudiants, des femmes, des mères de des femmes isolées, ouais. Surtout des femmes isolées, des étudiants, les jeunes migrants,
Et les vieux qui sont dans des hôtels meublés, qui ne savent pas cuisiner, ils sont seuls, les vieux. Ouais. Alors moi, ce qui m'a frappé, mais c'est le cas, disons-le, de toutes les associations qui distribuent de l'aide alimentaire, c'est que vous êtes aussi un lieu de rencontre. Et Françoise, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette femme, témoignage bouleversant, vraiment, qui se retrouve dans votre centre de distribution et qui est en larmes et qui témoigne face à vous, une femme battue pendant le confinement. Oui, alors on savait par les témoignages de la police que les témoignages sur les femmes battues augmentaient, que ces violences flambaient pendant le confinement, parce que les gens étaient confinés, donc ils entendaient des cris, ils appelaient la police, etc. Nous, on était à cette distribution alimentaire quand tout d'un coup, je vois une jeune femme à l'écart, manifestement accablée par la détresse, par beaucoup de tristesse, et je me suis approchée d'elle et tout de suite elle nous a livré son témoignage. Elle venait de fuir en fait, elle avait fui les coups de son compagnon, des coups qui avaient commencé pendant le confinement, qui augmentaient chaque jour, chaque nuit. Elle craignait pour sa vie. Même en dormant, elle prend des coups. Voilà, elle est partie au petit matin, elle a pris son sac, elle a pris sa pièce d'identité, et elle a commencé à errer dans Paris. Elle est arrivée à la friche et là heureusement des personnes, des volontaires l'ont pris en charge et lui ont trouvé un refuge. Je voudrais juste dire qu'elle a voulu témoigner. Elle a voulu témoigner même à visage découvert. Je l'ai un peu trahie parce qu'on a choisi de la flouter, tout simplement parce que nous avons essayé de la retrouver via le 115 et je ne sais pas aujourd'hui quelle est sa situation et je ne voulais pas la mettre en difficulté, la mettre en insécurité. Et donc vous allez l'entendre, son témoignage reste extrêmement glaçant, précis, bouleversant. Et il est utile parce qu'il dit le quotidien de ces violences conjugales. Ouais. Chérif Boumala, juste une chose, quelle image gardez-vous un an après de ce qui s'est passé dans votre quartier? Est-ce que c'est la solidarité? On évoquait le pharmacien, Petit Loup. Il y a le curé aussi, le Père Olivier, Père Olivier, qui a continué. D'ailleurs, c'était Pâques, il est en train de célébrer Pâques. D'ailleurs, il va monter sur son toit pour bénir Montmartre. Ouais, et les gens lui répondent sur le balcon. Qu'est-ce que vous gardez, vous, de cet événement? Heureusement qu'on a vu que il y a une solidarité qui s'est créée dans le 18e. C'est tout le monde qui essaie d'aider par les moyens qu'il peut, mais tout le monde met la main à la pâte pour aider les gens. Il y a ceux qui nous ramènent de la nourriture, du pain, il y a ceux qui préparent des trucs à la maison pour essayer d'aider. La chaleur humaine aussi, le contact. Exactement. Nous, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde, mais voilà. Ouais, mais en tout cas, le cœur et la solidarité. Chérif Boumala, merci. Françoise, vous savez ce que c'est. 30 secondes, dites-nous pourquoi il faut voir ce documentaire. Il faut voir ce documentaire parce que c'est sur une période singulière, 55 jours de confinement, et vous allez entendre une parole déconfinée, celle des gens à qui on n'a pas l'habitude de tendre le micro. Ils sont là, cette fameuse France invisible dont on parle beaucoup, et vous allez les entendre. Ils nous livrent des témoignages bouleversants, ils nous racontent un quotidien, et ils nous racontent une page d'histoire. C'était il y a un an, mais on a l'impression que c'était vraiment il y a déjà très longtemps, et donc voilà, c'est un document qui nous raconte tout ça. Merci beaucoup Françoise Joly d'être venue donc témoigner. D'ailleurs, on signale qu'à partir c'est le 9 mars, je crois, c'est ça, sur TV5 Monde+, la plateforme mondiale de TV5. Et après-demain, donc, sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Chérif Boumala, d'être venu. Merci à vous. Et bon courage à toutes vos équipes. Merci à vous. Merci beaucoup.